Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission sur KTO. Aujourd'hui, nous allons évoquer une figure intellectuelle majeure et pourtant souvent oubliée du XXe siècle, le jésuite Gaston Fessard. Si on dit théologie du XXe siècle, les figures qui s'imposent sont Henri de Lubac ou Hans Urs von Balthasar. Si on dit philosophie politique, c'est la haute figure de Raymond Aron qui doit être mentionnée. Eh bien, Gaston Fessard était l'ami et peut-être bien aussi l'inspirateur de ces grands noms. C'était un homme de l'ombre, mais un homme de tous les combats. Alors pourquoi s'intéresser à lui ? Parce que sa vie entière a été une leçon de discernement dans le brouillard des années 30, sous l'occupation, ou face à la fascination marxiste de l'après-guerre, Fessard a souvent vu clair avant tout le monde. Alors qui était cet homme, capable de dialoguer avec le philosophe allemand Hegel pour mieux comprendre saint Ignace de Loyola ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Le premier, c'est le père Alban Massy. Bonjour. Bonjour Régis Burnet. Vous êtes jésuite et vous êtes enseignant aux facultés Loyola à Paris, mais vous êtes également aumônier en prison. Tout à fait. Et puis Jacques Prévotat, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lille. Oui. Alors peut-être pour commencer, une première question, on va essayer de suivre un peu l'itinéraire de Gaston Fessard, mais on ne va pas faire que de l'histoire, on va aussi faire un peu de théologie. Peut-être la première question, dans quel milieu vient-il ? Quelle est sa formation ? Qui est ce jeune Gaston Fessard ? Gaston Fessard est né à Elbeuf-sur-Seine, à côté de Rouen. Il est normand. Il aura toujours la bonhomie des Normands qui savent ne pas s'enflammer, si ce n'est pour les bonnes causes, tel un Guillaume de Conquérant. Mais il est d'une famille assez bourgeoise, très catholique. Il a connu des blessures familiales dans le sens où son père, il n'a pas connu son père qui meurt alors qu'il a quelques mois. Et il a ensuite eu une éducation catholique, envoyé dans des collèges de la région et puis en Belgique, chez les jésuites. Et c'est là qu'il va trouver sa vocation. Il ne faut pas oublier que les jésuites étaient une congrégation interdite, ce que vous n'êtes plus, fort heureusement, grâce à Dieu. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas se former en France, hein, c'est ça ? Il n'y avait plus de collège jésuite en France, et donc les jésuites avaient trouvé des propriétés, des châteaux, fait construire même des collèges à l'étranger, notamment à Marneffe, oui. Près de Namur, entre Namur et Liège, en Belgique, et c'est là où il y avait toute la bourgeoisie parisienne et normande qui allait se former auprès de jésuites français. Et là, Gaston Fessard va être un bon étudiant, un bon élève. Il a des capacités intellectuelles remarquées et il va s'intéresser à la vie spirituelle pour lui-même, évidemment. Il découvre comment prier, il découvre auprès des jésuites un appel religieux et notamment un appel aussi à la vie sociale. Il s'abonne à une revue, la revue de l'Action populaire, qui avait été fondée par un jésuite français à Reims, qui essaye, dans la bataille du livre de ces années-là, entre laïcs et catholiques, qui essaie de montrer comment le catholicisme n'est pas simplement une religion de la dévotion, mais aussi une religion où les masses populaires peuvent être vraiment évangélisées et comment l'Église peut être présente dans la société. Et alors ça l'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, il voudra à un moment de sa vie s'engager dans l'action populaire. Il y a évidemment, comme toute cette génération, il est né en 1897, donc il est mobilisable, pas la première année, mais presque. Oui. Et ça, vous le répétez souvent, hein, Jacques Prévotat, dans l'histoire des catholiques français du XXe siècle, il y a cette fracture de la guerre de 14. Cette fracture qui a été considérable, aussi bien pour le père Fessard que pour Henri de Lubac, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert l'abîme presque entre une élite catholique fidèle et une masse qui était restée, pas complètement, mais qui était restée quand même en dehors du christianisme et un peu étrangère à la compréhension de ce qu'était le Christ.
et le christianisme. Et je crois que Fessard comme de Lubac ont été très frappés par cet abîme et ils ont essayé de créer une sorte de, comment dire, de christianisation, enfin de volonté de transmettre la foi à ces personnes. Ça a été un moment très, très difficile, mais en même temps qui les a beaucoup fortifiés dans la nécessité de transmettre aux jeunes déshérités un peu la foi. Et je suis frappé dans ce que vous avez dit. À Marneffe, il y a un professeur qui l'a quand même beaucoup marqué et frappé en lui donnant une sorte de vocation à poursuivre une idée de reconnaître au fond que la foi nécessite un engagement, une incarnation. Et ça, tout au long du livre, vous en parlez, et je crois que c'est un des traits majeurs de Fessard. La foi qui n'est pas vécue est une foi morte, au fond. C'est un petit peu l'idée centrale que j'ai retenue de votre livre et puis de tout ce qu'a pu écrire Fessard. Et de ce point de vue, il reste un modèle, comme de Lubac d'ailleurs, de foi vécue, incarnée. Et on le retrouve d'ailleurs particulièrement dans les livres des années 30, surtout dans... Enfin, il y en a un qui m'a énormément frappé, mais dont on va reparler. On va reparler, oui. C'est Épreuve de force. C'est quand même extraordinaire, ce petit livre. C'est ce qui est fascinant d'ailleurs quand on lit Fessard, mais aussi quand on lit Lubac, c'est que il parle du mal, etc. Souvent, pardon, mais les théologiens, ça parle du mal, bla, bla, bla. Là, le mal, c'est très... Enfin, je veux dire, ils en ont fait l'expérience directe. Ah ben, les tueries de masse, Gaston Fessard a été au chemin des dames, il a été blessé, et d'ailleurs, il va souffrir toute sa vie de maux de poitrine. Comme Lubac qui était lui aussi. Oui, et Lubac aussi, oui. Teilhard de Chardin a aussi, lui, connu les tranchées, et il a une vision assez épique, en disant, mais l'humanité, elle est là. Elle est là, devant le mal, il y a une fraternité qui se crée. Et ça, c'est au fond ce que ces jeunes religieux qui veulent donner leur vie à Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'Église, eh bien, se disent, mais on ne peut pas être étranger à tout ce que vivent ces hommes qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils rencontrent ceux qui ont la foi du charbonnier ou qui n'ont plus la foi d'ailleurs. Et là, toutes leurs catégories s'effondrent. Les catégories qu'ils ont apprises dans la théologie ou qu'ils vont apprendre, ils se disent, mais ça ne sert à rien. On nous parle d'un Dieu qui semble étranger à la vie des hommes. Et on n'arrive pas à trouver les moyens pour aider les hommes à rencontrer Dieu. Et ils ont heureusement découvert un philosophe qui sentait un peu le soufre, même encore au sortir de la guerre, c'est Maurice Blondel. Ah oui. Maurice Blondel, qui, en termes techniques, on dira, qui s'opposait à une philosophie des essences. On peut regarder Dieu et puis tout ce qui est l'être, faire de la métaphysique conceptuelle, ou on peut regarder la vie, une philosophie de la vie, une phénoménologie de l'existence, ou comment Dieu se donne au quotidien, dans l'action. C'est le titre du principal livre de Maurice Blondel. Et ça va fasciner ces jeunes religieux au sortir de la guerre, qui n'en veulent plus d'une théologie qui condamne les autres. Nous avons la vérité, Kant dit autre chose que nous, donc Kant a tort. C'est ce qu'on leur enseignait, tout simplement. Mais on ne lisait pas une seule ligne de Kant, d'ailleurs. Et avec Blondel, il découvre, essayons de découvrir le sens du raisonnement, le sens de, quand je suis devant une réalité, comment est-ce que je peux en vivre? Comment est-ce qu'elle me conduit vers ma fin? Comment est-ce que je suis libre devant la vie? Et ça, vous avez bien montré dans votre livre l'influence de Maurice Blondel, qui d'ailleurs a également eu une très grande influence sur Moncheuil et également sur de Lubac. Donc un autre jésuite. Un autre jésuite, oui. Et on voit bien que tous les trois ont été formés
par cette philosophie, l'ont travaillée, l'ont comprise, et ça les a beaucoup marqués pour réfléchir à leur apostolat. Et avant même Hegel, vous le montrez bien, ça, avant même Hegel, l'étape blondélienne a été importante pour Fessard. Et elle demeure d'ailleurs importante jusqu'au bout, si j'ai bien compris. Et ça m'a paru très intéressant de ce point de vue-là. D'autre part, c'est certain que cette influence de Blondel, qui était très soucieux d'être près du réel et du concret, a marqué ces hommes, comme vous le dites, qui estiment que l'enseignement reçu est un enseignement abstrait et loin de la vie, et qui permet maintenant, grâce à la compréhension de ce qu'est l'action, de ce qu'est la vie quotidienne, de ce qu'est la fraternité humaine, eh bien, ça permet d'aller vers les autres et de mieux les comprendre. J'ai été très frappé de ce que vous venez de dire sur le chemin des dames. Je crois qu'effectivement, le chemin des dames a été un moment clé avec cette offensive très meurtrière d'avril 17. Je ne me rappelais plus que Fessard en était membre. J'ai eu un professeur d'ailleurs à la Sorbonne, Renouvin, qui a également perdu un bras dans cette offensive de 1917. Et ça a énormément frappé tous ceux qui ont connu ces professeurs. Oui, Fessard y était, il a même été décoré. Il a eu un acte de bravoure, il a eu la croix de guerre ou la médaille militaire, je ne sais plus, mais avec une citation très belle où on écrit que son supérieur écrit « Il s'est donné sans compter ». Hein, c'est ce que le père Doncker reprendra ou le père Doncker dans l'aumônier c'est la prière scout. Hein, c'est apprends-moi à me donner sans compter. Oui. C'est le militaire, alors que le scoutisme n'est pas encore présent en France. C'est vrai. C'est en 1917 justement que le scoutisme naît en France. Et il y a cette formule, moi, qui m'avait frappé dans la citation, se donner sans compter. Je crois que c'est vraiment ce que voulaient ces jeunes religieux, au risque de se faire taper sur les doigts ou, plus gravement, de se faire renvoyer ou rétrograder dans la vie religieuse. Parce que être un lecteur de Blondel, c'est être soupçonné de modernisme, c'est-à-dire de ne pas croire en la grâce, que tout viendrait de l'action de l'homme, une forme de pélagianisme, finalement, de naturalisme, et donc de ne pas croire qu'il y a une nature humaine qui doit attendre tout de Dieu. Ben non, ces jeunes hommes, ils ont vu qu'à la guerre, il ne fallait pas tout attendre des supérieurs, peut-être, mais qu'il fallait s'engager au quotidien, hein, se donner sans compter. Je crois que c'est ça. Et effectivement, que ce soit Lubac, que ce soit Moncheuil, que ce soit Fessard, ils ont eu cet engagement au risque de paraître pas dans la tradition jésuite, pas dans la tradition religieuse. À Rome, ils n'ont pas toujours été en odeur de sainteté. Et alors, c'est un trait dont m'a parlé un collègue britannique qui est en train de rédiger un livre sur Fessard, dont le titre est « Gaston Fessard et son temps, : l'État-nation et la société internationale ». Et il va beaucoup, il va paraître sans doute ce livre dans l'année 2026, et il me disait, ce qui me frappe dans l'itinéraire de Fessard, c'est les difficultés qu'il a rencontrées de la part de ses supérieurs au cours de sa vie quotidienne de théologien et de philosophe. Il me disait même, il aurait pu être un très grand philosophe dans la compagnie et avoir une chaire de philosophie importante, mais il s'est non pas replié, mais il s'est intéressé à la philosophie politique, faute de pouvoir être orthodoxe dans la philosophie en cours. Et du coup, il me disait, ce qui est frappant, admirable même, c'est l'obéissance constante, malgré toutes les difficultés, les obstacles qu'il a pu rencontrer. Il s'est toujours soumis à l'autorité. Et moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer à Chantilly, Fessard, dans les dernières années de sa vie. Et c'était un homme d'une simplicité extraordinaire. On était à table.
l'archiviste de la compagnie, parce que je venais travailler sur les archives, m'avait dit « Tenez, venez vous mettre à table à côté du père Fessard ». J'étais intimidé, mais c'est vrai qu'il était très simple, très bienveillant. Et on oublie un petit peu parfois ce côté de Fessard, simple et bienveillant. Pourquoi ? Parce que sa prose est un petit peu, parfois, rebutante pour celui qui ne connaît pas bien la dialectique et la philosophie de Hegel. C'est une des difficultés là qu'on peut retenir pour les lecteurs lambda de Fessard. Alors c'est parfait parce que là vous nous avez, on était à la guerre, vous nous avez amené jusque dans les années 30. Il faut qu'on avance, donc je presse un peu le. Voilà, dans les années 30, on est au moment où justement de l'action, sans vouloir faire de jeu de mots, il y en a. Il y a deux blocs qui sont en train de se mettre en place, en réalité. Un bloc plutôt communiste, un bloc plutôt fasciste. Lui, il choisit quoi ? Vous allez me dire, est-ce qu'il sent monter la guerre ? Est-ce qu'il sent, puisqu'il est analyste politique, est-ce qu'il sent monter la guerre ? Et qu'est-ce qu'il recommande de faire ? C'était une interrogation de beaucoup d'intellectuels catholiques à l'époque. Que faire devant la montée de la guerre ? Et à cet égard, la situation actuelle est assez proche. Donc, est-ce qu'il faut se mettre dans un bloc ? Comment réagir ? Est-ce qu'il faut être nationaliste ? Est-ce qu'il faut être un va-t-en-guerre ? Ou est-ce qu'il faut laisser faire, être pacifiste à tout craint, refuser la violence ? Fessard, sous l'impulsion de son ami Gabriel Marcel, parce que il faut citer Gabriel Marcel, c'est lui qui l'a mis justement dans le filon de la philosophie politique. Gabriel Marcel demande à Fessard, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parlez-nous, comment est-ce qu'on peut être des artisans de paix ? Gabriel Marcel était un jeune converti et d'ailleurs il choisira Fessard comme confesseur et comme directeur de conscience, comme on disait à l'époque. Et Fessard lui a dit il faut discerner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, avant de s'engager, il faut regarder la situation et puis il faut choisir. Et si on est chrétien, il faut choisir en regardant le Christ. Et c'est le titre de son premier ouvrage qui s'appelle Pax Nostra, en 1936. Et Pax Nostra, c'est une citation, il le met dans l'exergue, Ipse est Pax Nostra, c'est lui qui est notre paix, c'est saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, Éphésiens 2, 14. Il est notre paix, c'est-à-dire qu'il est notre réconciliation. Et Fessard, qui vient de découvrir Hegel et qui a vu, tiens, comment on peut regarder la réalité à travers les contraires qui s'opposent, mais qui aussi se mélangent et puis permettent de s'assumer. Il y a toujours une absorption de la réalité à travers les contraires. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Un A est opposé à B. Une thèse, une antithèse, et puis une synthèse. C'est ce qu'on apprend quand on est en terminale. C'est ça, oui. Mais c'est peut-être un peu plus complexe que ça chez Hegel. Mais Fessard voit cette réalité, ces oppositions, comment est-ce qu'on va les réconcilier ? C'est pas qu'on va annihiler l'une en mettant la puissance sur l'autre, c'est comment être réconciliateur dans la réalité. Et ça, c'est... Alors, il va être ni d'un bloc ni de l'autre. Il va dire, mais c'est la charité de Jésus qui est notre modèle. Lui est allé jusqu'au bout. Je parlais tout à l'heure de donner sans compter. Eh bien oui, chacun doit s'engager. Et est-ce que c'est au nom de ma patrie ? Mais alors, quel est mon lien avec ma patrie ? Est-ce que c'est au nom d'un genre humain ? Mais qu'est-ce qui fait que je suis ressemblant d'un Chinois ou d'un Américain ? Ou aujourd'hui d'un Russe ou d'un Ukrainien. Pourquoi est-ce que je serais plus proche d'un Ukrainien que d'un Russe ? Il y a l'Europe aujourd'hui qui constitue une réalité. Fessard, toutes ces réalités, il dit il faut s'engager en regardant toujours ce qu'il y a de mieux pour aller au-delà de mon propre confort. Finalement, c'est cela. Et il a même une phrase qui peut être rebutante aujourd'hui. Il est capable de dire il faut qu'une nation, un pays peut
peut-être faire le sacrifice de lui-même pour une plaie plus globale. C'est pas America First. Oui, je ne peux pas être un simple pacifiste en disant il faut la paix à tout prix. Universel, oui. Mais il faut que je puisse m'engager dans cette unité du genre humain jusqu'à accepter jusqu'à accepter que ma vie soit donnée et celle de ma patrie aussi. Il y a des entités plus larges. Alors je caricature évidemment, c'est beaucoup plus précis et il ne faut pas en faire un pacifiste à tout craint évidemment. Au contraire, ça va être un combattant par la plume. Je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant justement la voix, enfin l'écriture du père Fessard. Là, on va faire un saut, puisqu'on va se retrouver en 41. C'est l'éditorial du premier cahier du témoignage chrétien, vous nous expliquerez ce que c'est, mais où il pose cette question-là. France, prends garde de perdre ton âme, novembre 1941. Il n'est pas de redressement possible sans un idéal, une mystique. Or, dans l'atmosphère de la défaite, sous la pression du vainqueur, la mystique nationale risque fort de ne pouvoir se développer qu'en s'inspirant, bon gré mal gré, de la mystique du triomphateur. Une telle contamination est d'autant plus redoutable que le nazisme se présente moins comme une doctrine politique que comme une conception du monde, une Weltanschauung, une religion. Si la France, pour sauver son corps, laisse son âme se corrompre, si elle accepte, ne serait-ce qu'en silence, les principes qui sont la négation même de sa vocation chrétienne, elle est perdue. La résurrection ne sera pour elle qu'un esclavage définitif. Voilà, vous êtes bien sur KTO. On parle du père Gaston Fessard en compagnie d'Alban Massy et de Jacques Prévotat. Alors, Jacques Prévotat, la situation, on est en 1941. Il ne faut pas oublier que l'épiscopat français a eu une attitude un peu complexe vis-à-vis de la collaboration, etc. Et lui, il fait de la résistance. Oui, et cet engagement dans la résistance, il devient très tôt, très précoce chez Fessard, puisque dès décembre 40, à Vichy même, le père Dillard, qui le connaît bien, qui est jésuite et dont on parlait il y a un instant, puisqu'il fait partie des béatifiés du STO. Bon, enfin, oui. J'insiste pas trop sur Dillard parce que c'est pas le centre du sujet. Mais enfin, Fessard fait une allocution le 15 décembre 1940 à l'église Saint-Louis de Vichy où il dit: vous êtes devant la défaite et la révolution, mes frères. Aujourd'hui, vous êtes en face de deux mystiques sœurs entre lesquelles vous n'avez pas à choisir, car ce qui compte, c'est de demeurer fidèle à la croix du Christ et à l'Eucharistie et au mystère même du chrétien, au mystère du chrétien. Et je trouve que cette intervention annonce la suite. Elle annonce « France, prends garde de perdre ton âme », parce qu'au fond, dans « France, prends garde de perdre ton âme », il dit ceci: aujourd'hui, la France reconnaît dans le gouvernement de Vichy un gouvernement légitime. Et c'est vrai que la plupart des évêques, dans un premier temps, conformément d'ailleurs à la tradition telle qu'elle était dispensée dans les séminaires, reconnaît le gouvernement en place, élu par l'Assemblée, comme le pouvoir établi. Mais Fessard discute ce pouvoir établi dans la mesure où ce pouvoir n'est pas capable de donner à la France le bien commun, c'est-à-dire il dissocie les fins du bien commun. Le bien commun élémentaire, bon, c'est la sécurité de tous les jours. Le bien commun supérieur, et c'est là le sens de France, prends garde de perdre ton âme. L'âme de la France, actuellement, ne peut pas être maintenue si elle en vient à renoncer aux valeurs, notamment aux valeurs chrétiennes, auxquelles la France, la vocation de la France, est fidèle, doit être fidèle. Et à partir du moment où on renie cette vocation, il y a une dissociation qui rend le pouvoir établi
non seulement discutable, mais même illégitime, à partir du moment où il accepte de devenir de plus en plus le serviteur d'un occupant qui est barbare et dont la gestion du pays bafoue les valeurs essentielles du pays. Et je crois que ce tract, enfin cette France prend garde de perdre ton âme, qui a été diffusée dans les cahiers du témoignage chrétien et qui a été faite par le père Fessard à la demande du père Chaillet, a marqué, si vous voulez, le début des cahiers du témoignage chrétien et a eu une très grande influence sur ceux qui ont pu le lire. Oui. Qui était d'ailleurs, je me rappelle d'un jeune, de quelqu'un qui était âgé, mais qui me racontait qu'il transportait des cahiers du témoignage chrétien dans sa bicyclette en Franche-Comté et qui redoutait d'être arrêté parce qu'il l'avait mis dans un bidon de lait. Bon, il a échappé, heureusement, mais il faut savoir... C'est de la résistance, hein? Oui, c'est un acte de résistance. Oui, absolument. Fessard a échappé à la Gestapo. Hein. Oui, en plus. C'était en février 1944, la Gestapo a essayé de l'arrêter. Il a dû passer par le mur du jardin de la rue Monsieur, qui était la maison des jésuites intellectuels à Paris. Et il est resté 3 mois dans la clandestinité. Et il a été hébergé par la philosophe Jeanne Hersch en Normandie. Et d'ailleurs, tous ces gens qui étaient aussi souvent autour de Lyon, ce sont le père de Moncheuil et tant d'autres se sont engagés dans les maquis du Vercors. Alors pas forcément avec les armes à la main, mais comme aumôniers, ils étaient des résistants. Le discernement devait être fait parce qu'il y avait une séduction. De dire le nazisme est peut-être un moindre mal par rapport au bolchevisme. Qui était, vrai. On se souvenait des condamnations du communisme intrinsèquement pervers par ces pions. Et puis, on oubliait Mitbrenner Zorg et Fessard, grâce aux catégories qu'il avait mises en place pour pouvoir discerner la société et donc comment l'homme peut s'engager, aider vraiment, on l'a appelé le directeur de conscience de la France sous l'occupation. Et ces catégories, elles sont triples. Il les trouve chez Saint Paul. On dit que c'est un philosophe politique, mais c'est un lecteur de l'Évangile, un lecteur de Saint Paul. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Saint Paul dit dans le Christ, il n'y a plus ni maître ni esclave, ni homme ni femme, ni juif ni païen. Eh bien, quelle lecture on peut faire de ce texte de Saint Paul? Lui, il reconnaît que c'est évidemment un idéal qu'on verra à la fin du monde, que tant que le monde existe, eh bien, il y a ces tensions entre ceux qui possèdent et ceux qui sont asservis, entre dans l'homme et la femme où il n'y a pas d'égalité, entre le juif et le païen où il y a l'orgueil et la jalousie. Et il a dit, il y a un niveau, l'homme, il a un niveau animal, et il passe de l'animalité à l'humanité. C'est la nature de l'homme, c'est maître et esclave, c'est le fondement de la société. Il y a le niveau de la fraternité, de l'amour, de la fécondité de l'amour, c'est la dialectique homme-femme, où il y a une lutte, mais amoureuse, c'est plus comme le maître et l'esclave. Et puis, il y a le niveau surnaturel, qui est l'élection du juif qui est en faveur des nations, qui oblige le païen à accepter que Dieu se révèle. Alors que le païen, lui, a une religion, Fessard dit que les religions sont plutôt naturelles, que la seule révélation, c'est celle de Dieu à travers le peuple juif, mais pour arriver au Christ, qui est le gond, le centre de l'histoire. Et c'est à partir de là qu'il dit, à partir de ces 3 couples, on peut regarder une situation et se dire, tiens, comment est-ce que je peux discerner mon engagement? Je me souviens, si vous me permettez de garder un petit peu la parole, je pense au cardinal Lustiger, qui aimait beaucoup Gaston Fessard, et qui, quand on regarde ses homélies ou qu'on regarde les discours
de Jean-Marie Lustiger, eh bien, on va retrouver ces 3 niveaux de réalité, maître-esclave, homme-femme, juif-païen, et il va conjuguer ces 3 couples, et on sait qu'il était un lecteur de Gaston Fessard et qu'il appréciait beaucoup. Et ça, il y a notamment dans les discours de Jean-Marie Lustiger sur l'Europe, ces conférences sur l'Europe, où il réfléchit, tiens, le devenir d'une société qui n'est pas seulement centrée sur un pays, mais qui s'étend, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu après la guerre. Il y a eu bien sûr les blocs, le bloc de l'OTAN, le bloc soviétique, mais il y avait aussi une construction européenne et qui s'est faite justement sur ipse est pax nostra, sur une réconciliation, sur la paix entre Européens. Avec ce qui semble quand même, vous en avez parlé, la pierre de touche, c'est le bien commun. C'est quoi le bien commun ? Le bien commun. Alors là, on va faire toute l'émission dessus. Là, il faut parler du livre Autorité et bien commun. Alors, vous avez parlé dans votre bibliographie finale, enfin dans vos analyses des livres. Oui, dans le livre que j'ai écrit, j'ai voulu introduire à la pensée de Fessard à travers des petits flashs sur les livres, en donnant des petites grilles, des clés de lecture. Alors la question du bien commun, il écrit pendant la guerre Autorité et bien commun. Et il se dit, tiens, mais à quoi sert l'autorité ? Un chef, il fait quoi ? Il permet aux autres d'être libres. L'autorité, il a cette définition de l'autorité. L'autorité, la visée de l'autorité, la fin de l'autorité, c'est le vouloir de sa propre fin. Au fond, le professeur d'université, il est tout heureux lorsqu'il a un doctorant qui devient plus savant que lui. Ah bah oui. Je pense. Hein. Oui, c'est ça la véritable autorité. Aboutir, c'est ça la vraie autorité. Le médecin, autorité, c'est de permettre à un malade de devenir bien portant. C'est ça la véritable autorité. C'est pas un pouvoir qu'on a sur les autres, c'est de faire grandir les autres. Et l'autorité, elle est donc en relation avec un bien qui est beaucoup plus que mon bien personnel, mais qui est le bien commun de celui envers qui j'ai autorité, envers qui j'obéis. Et ce bien commun, alors, on va peut-être pas entrer dans les détails parce que c'est assez complexe, mais il va analyser toute l'histoire du libéralisme, toute l'histoire des socialismes, des libéralismes aussi, à partir de cette notion de bien commun, en disant, tiens, le bien commun, est-ce que c'est le bien de chacun, et puis on va le mettre ensemble, et puis on va constituer une société sans classe, sans division, et ce sera une communauté du bien, ou alors le bien de la communauté, ce sera ce que chacun s'efforce de suivre, ça c'est le libéralisme. Hein. Mon bien, c'est la théorie de la cascade de la richesse, qui plus je suis riche et plus la société sera riche, et c'est l'individualisme qui l'emporte finalement. Et Gaston Fessard dit, et vous oubliez la communion. Le véritable bien commun, c'est le bien de la communion. Et cette communion, elle ne peut venir que si on a un idéal, une visée plus haute. Et il dira, elle est transcendante. C'est Dieu. Donc, il passe facilement de la philosophie, où on considérait que Dieu, c'est une question théologique, à la reconnaissance. Mais il y a un fait chrétien. La religion, ça fait partie de la vie. Donc, ne pensons pas uniquement comme si la religion n'existait pas. Et là, le bien commun, c'est le bien de la communion. Et il dit, l'Église a son rôle à jouer. Elle est porteuse de ce bien commun. Et on a toute la doctrine sociale de l'Église du XXe siècle. Est-ce qu'il est original par rapport à d'autres ? Est-ce que c'est très spécifique pour vous ? Alors, l'originalité que je trouve très forte chez Fessard, c'est la précocité de son engagement anti-nazi. Parce qu'on peut dire que dès Pax Nostra, pour qui le lit de près, on voit bien qu'il y a un avertissement aux consciences françaises de la nécessité de résister. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Il y a déjà chez lui l'amorce de la résistance. Ça, c'est le livre de 1936. Ensuite, il y a La main tendue, à la suite de la proposition faite au moment des élections du Front populaire par Maurice Thorez de « Je te tends la main, catholique, ouvrier, paysan ». Bon, Fessard se méfie de cette offre et montre que la mystique communiste
à un danger essentiel pour la foi chrétienne, qui risque d'être bafouée. D'ailleurs, il faudrait dire un petit mot de Madeleine Delbrel, avec laquelle il a correspondu. Oui. Ça, j'ouvre une petite parenthèse. Oui, Madeleine Delbrel, ouvrez-la, c'est important. Qui était assistante sociale à Ivry et qui acceptait les initiatives prises par la municipalité communiste quand il s'agissait de venir en aide aux pauvres, disons, eh bien, qui n'a jamais accepté le moindre compromis avec le communisme pour autant. C'est-à-dire, doctrinalement, elle restait étrangère à toute compromission. Oui. C'est le fameux séduire, compromettre, pervertir qu'on retrouve dans le cahier. Dans France, prends garde de perdre ton âme, et également dans l'analyse du communisme. Oui. Donc, là, alors, et Madeleine Delbrel a correspondu avec Fessard. Oui. Il y a une forme d'amitié qui s'est nouée. Elle est décédée trop vite. Hein. C'est vrai, mais ils s'appréciaient mutuellement. Ah oui. Et alors, moi, ce qui me paraît très important aussi, c'est qu'en 1938, il voit très bien que la France risque d'être battue, d'être défaite et d'être écrasée. Il le dit dans Épreuve de force. Mais il appelle déjà, il dit, il restera tout de même dans les masses un désir de paix dans la justice que la dictature n'arrivera jamais à effacer complètement. Et ce désir de paix dans la justice doit être cultivé, doit être encouragé. Et pour cela, il faut des témoins, et des témoins qui incarnent cet idéal, parce qu'un idéal qui n'est pas incarné par des témoins aboutit à la lâcheté, aboutit à une disparition de la réalité. Et ça, je trouve que ce texte de Épreuve de force, il est très actuel. Vigueur. Il est très actuel. Une vigueur incroyable. Quand on voit tout ce qu'on vit aujourd'hui, même dans l'Église en France aujourd'hui, on sent qu'il y a un désir, hein, ce que vous parliez du désir. Moi, comme prêtre, je me dis, mais voilà, il faut aller de l'avant, il faut s'engager et faire attention. Le décalage qu'il peut y avoir entre le souci d'être catholique identitaire ou plutôt chrétien engagé dans le social ou écolo. Gaston Fessard peut nous aider à garder un cap qui soit authentique. Qui ne soit pas simplement croire que j'ai raison et donc les autres ont tort. Fessard avait comme méthode toujours de dire, tiens, mon adversaire, jusqu'où est-ce qu'il a raison ? Oui, ça c'est vrai. C'est très beau. Et ça c'est très fort aussi. Il n'a jamais édulcoré au fond chez l'adversaire ce qu'il peut y avoir d'acceptable dans une certaine mesure. Parce que chez Fessard, il y a quand même l'idée qu'il y a un instinct de vie. Donc, qui peut conduire parfois à des dérapages, c'est-à-dire à une adhésion provisoire, soit au marxisme, soit au nazisme. Mais il faut essayer de comprendre en quoi ce désir peut être canalisé, compris et rectifié et réorienté. Et ça, je crois que moi, ce qui me frappe aussi, c'est que chez lui, il faut distinguer, je pense, le directeur de conscience et puis lui-même, tel qu'il pense. Mais le directeur de conscience est toujours attentif à tout ce qu'il y a chez l'un et chez l'autre de désir acceptable, mais à réorienter vers le Christ. Hein. Je prêche pour ma paroisse, c'est très ignatien. Hein. On va y revenir. C'est sauver la proposition du prochain. Voir jusqu'où il a raison. On va y revenir. Alors, un deuxième arrêt, cette fois-ci, qui va nous permettre de comprendre l'attitude qu'il va avoir après-guerre, dans les années 45. Alors, en citant justement le texte que vous avez mentionné, qui date d'avant-guerre, au moment de la main tendue, est-ce que le dialogue catholique-communiste est-il possible ? Si, pour le communiste, la vérité n'est pas quelque chose qui se découvre, mais quelque chose qui se fait, si elle n'est pas une conformité de l'esprit au réel, mais une conformité de l'action au but du parti, alors le dialogue n'est plus qu'un leurre. Quand le chrétien dit justice, il pense à une valeur transcendante qui s'impose à tous, même à l'État. Quand le communiste dit justice, il pense à ce qui sert, hic et nunc, la révolution prolétarienne. Vouloir
collaborer sur le plan de l'action sans s'être entendu sur le sens des mots, c'est, pour le chrétien, se livrer pieds et poings liés à une dialectique qui le niera. Ce n'est pas de la charité, c'est du suicide spirituel. Voilà, là c'est très clair. Hein. Alors c'est un peu curieux parce qu'on peut se dire que à la Libération tout le monde encense les communistes. Il aurait pu facilement, après ses engagements quand même plutôt sociaux, aller dans ce sens-là. Lui, il veut pas faire ça. Et même il va. Alors, il est quoi? Il est gaulliste? Ah, on a pensé que ces positions au début de la guerre et par la suite ont été qualifiées de gaullistes par ses adversaires. Mais ce qui est... C'est parce que c'est mal d'être gaulliste. Oui, vous dites par ses adversaires. Oui, c'est, aux yeux des autorités ecclésiales de l'époque, c'est certain que c'est mal d'être gaulliste, c'est être révolté, c'est être dissident. Oui. Et ensuite, il a été... il est assez proche de la théorie gaullienne de l'État. Hein, c'est quand même au point de vue de la souveraineté. Oui. Donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler quelquefois le théologien du gaullisme. Oh. Et puis il était proche de Raymond Aron. Oui. Aussi un théologien du gaullisme. Qui est plutôt un théoricien du gaullisme aussi. Je crois qu'il y avait une amitié entre les deux. Hein, ils avaient étudié ensemble. Donc je pense que c'est pour ça qu'on peut parler de gaullisme. Mais il n'a jamais réfléchi ni écrit pour défendre De Gaulle ou quoi que ce soit. Non, mais il le dit une fois. Oui. Il reconnaît en De Gaulle la légitimité. Il y a une légitimité. Et c'est sa réponse à Théas, ça. C'est la réponse à la demande de Monseigneur Théas de Montauban. Voilà. Il écrit une sorte de... Comment dirais-je ? Un rapport, oui. Un rapport, oui, sur la nécessité de reconnaître aujourd'hui le gouvernement provisoire de la République de Gaulle comme un gouvernement légitime, parce qu'il réconcilie la dissociation du bien commun en deux, fracturée par le gouvernement de Vichy. De Gaulle parvient à restaurer la nation et l'idéal national. Mais pour revenir à cette question... Revenons à votre question. Peut-être aller... au-delà de la guerre, parce que je crois que c'est là où je voulais arriver. Est quand même très importante après la guerre, sur la question de la guerre froide, sur la question de... Justement, quelle position va-t-il maintenir? Et puis sur les chrétiens progressistes. Oui, là c'est le fameux livre « L'actualité historique » et la prise de position très ferme dans « France, prends garde de perdre ta liberté », dont il y a eu 2 éditions. Oui. Et il y a eu là-dessus, on comprend qu'il y a eu une difficulté à accepter le caractère très tranché des positions du père Fessard. Pourquoi ? Parce que les militants chrétiens avaient découvert dans la résistance clandestine la générosité des communistes. C'est ça. Et la fraternité instaurée par les communistes. Et c'était difficile d'accepter de renoncer à l'alliance avec eux, dans la mesure où Fessard disait « mais non, vous êtes en train de compromettre et la souveraineté française à long terme, et en même temps la foi chrétienne. Et faites très attention à cette démarche. » Et c'est vrai que sur ce plan, l'article qu'a écrit le père Louzeau sur les différends entre Lubac et Fessard sur l'attitude vis-à-vis des communistes est très intéressant. Il y a eu... pendant un petit moment, chez de Lubac, l'idée que Fessard tranchait de façon trop caractéristique cette affaire, et donc il a... C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça explique une partie des mécanismes, enfin on ne le perçoit pas bien. Il y a il y a des côtés intellectuels, il y a des côtés aussi dans cette fascination pour le communisme, il y a des côtés aussi très affectifs, en fait. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle un homme comme, pour prendre un exemple un peu caricatural, un chrétien progressiste comme Mandouze, qui s'est révolté contre France, prends garde de perdre ta liberté, ça peut se comprendre. Cela dit, il faut reconnaître que Fessard a eu une attitude extrêmement loyale et compréhensive vis-à-vis de Mandouze, puisqu'à la fin de l'article que je citais là de Louzeau, il y a une lettre de Fessard à Mandouze où Fessard lui dit
j'ai eu tort parfois, j'ai été un peu brutal, etc. Et je crois qu'il y a là une attitude d'un homme qui essaye de, sans du tout renier ses convictions profondes, de rétablir la passerelle avec des adversaires auxquels il essaye de faire comprendre en quoi il se trompe. Et ça, c'est important pour comprendre Fessard, parce qu'il a toujours été soucieux de ne pas briser des passerelles. Avec Gabriel Marcel, c'est très intéressant de voir à quel point il a été pasteur, proche. Patient et rempli de charité, je crois. Il applique ce qu'il écrit. Il dit, mais on ne peut pas obtenir la justice sans la charité. On est obligé de passer par l'engrenage de la charité qui va peut-être nous broyer, se donner sans compter, j'en reviens toujours là, et qui va permettre à ce moment-là d'atteindre un équilibre qui est celui de la justice où on découvre la vérité des deux côtés. Et ça, il va l'accepter. Et puis, comme il est normand, il sait très bien que tout n'est pas possible, il faut faire des compromis quelquefois, mais il ne cède en rien sur ses convictions. Mais c'est vrai dans les relations internationales aussi. On arrive à la fin de l'émission. On a vu beaucoup de politique chez Fessard. Est-ce qu'il y a quand même un peu de spiritualité? Alors, ça transparaissait de partout, mais est-ce qu'il y a une spiritualité particulière chez Fessard? Un lien peut-être avec les exercices de Saint-Ignace? Le Fessard spirituel, comment vous le définiriez? Fessard est celui qui, précisément, cet engagement politique, il voit que c'est absolument spirituel. Et il le voit dans les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, avec les 4 semaines des exercices qui sont orientés par l'élection. C'est ce que on va faire, les exercices spirituels de Saint-Ignace, pour pouvoir choisir un état de vie, un métier, se marier, etc. Ou alors, est-ce qu'on fait les exercices pour rencontrer Dieu, pour prier, ou pour se réformer, pour changer, ne plus... Eh bien, lui, il va montrer que tout tient ensemble, que c'est dans la rencontre de Dieu, dans la consolation que Dieu me donne quand je suis auprès de lui, qu'à ce moment-là, je peux discerner. Et on rejoint ce qu'il disait d'un point de vue de la philosophie politique, avec le don de Dieu pour la paix. Ipse est pax nostra, le Christ est notre paix, le Christ gon de l'histoire, c'est aussi ce qui se vit dans les exercices. Et il faut bien avouer que la spiritualité ignatienne doit beaucoup à Gaston Fessard, mais aussi, il faut se rendre compte que toutes ces analyses dont on a parlé sur la société, sur le monde politique, il fait le lien avec la spiritualité. Et ça, c'est le propre de Gaston Fessard, d'avoir toujours voulu faire rencontrer le tunnel de la philosophie avec le tunnel de la théologie. De se dire, mais il y a une philosophie qui peut être simplement naturelle, mais la spiritualité nous aide à la vivre. Et je crois que ça, c'est le point le plus important, le choix de la liberté. Aider l'homme à être libre. Et ça veut dire choisir ce que je veux, c'est s'engager. La vraie liberté, c'est l'engagement. Toute sa vie le montre, tous ses écrits le montrent. Dernière question, Jacques Prévotat, assez rapide puisqu'on est à la fin de l'émission. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à lire Gaston Fessard, selon vous? D'abord parce que c'est un modèle de réflexion approfondie sur la pensée politique, que d'autre part, il a toujours pris la politique très au sérieux et que par là, on arrive à mieux comprendre en quoi le métier de politique engage la personnalité tout entière, ça c'est important. Mais également, il y a chez lui un véritable appel à discerner et à comprendre ce que peut être la vocation chrétienne en politique. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 niveaux. Ce niveau sérieux de la politique, avec le refus d'édulcorer les difficultés et les contradictions, mais en même temps, l'idéal, la fin qu'on se propose. Et la raison, il y a un point sur lequel il faut toujours revenir, c'est que quand on collabore avec un ami sur le plan politique, il est toujours important de voir quelle est la fin profonde que l'on choisit finalement. Et cette fin,
eh ben, elle se détermine par la doctrine qui vous habite, car c'est vrai que quand on travaille ensemble, on est toujours mené par des idéaux, et c'est la nature de cet idéal qui doit être analysée pour arriver à une véritable collaboration. Finalement, la relation avec les communistes, c'est un peu ça. À partir du moment où la fin du communisme est complètement différente de la fin chrétienne qu'on poursuit, il y a forcément hostilité et incapacité de poursuivre l'action commune. Une leçon pour la politique d'aujourd'hui, certainement. Tout à fait. Merci à tous les deux. Alors, on a beaucoup fait fond sur votre livre, Père Alban Massy, Gaston Fessard, qui vient de paraître aux éditions, ou qui va paraître aux éditions CLD. Donc, allez, quelques secondes pour nous dire, il y a de la biographie, mais pas que. Voilà, sa vie, son œuvre, sa postérité. C'est ça. Il n'existait pas de biographie complète de Gaston Fessard, donc cet éditeur m'a demandé de la présenter. Et puis, c'est dans une collection qui s'appelle Veilleurs de la foi, oui. Et donc c'est important de montrer l'actualité de la pensée de Fessard. C'est pas simplement un homme du XXe siècle, je crois qu'il donne des clés pour comprendre le XXIe siècle. On a eu récemment un colloque sur l'actualité de Gaston Fessard. On a analysé des discours de Marco Rubio, par exemple, avec les catégories de Fessard, c'est très intéressant. Et puis, un livre simple et clair, hein. On arrive à le lire sans difficulté. Vous avez l'hommage du professeur d'histoire, donc Jacques Prévotat. Votre livre, vous en avez écrit beaucoup, je conseille particulièrement aux téléspectateurs Être chrétien en France au XXe siècle. Aux éditions du Seuil, c'est une synthèse extrêmement claire qui permet aussi d'avoir une sorte de traversée du siècle, et c'est toujours très utile. Merci beaucoup. Merci de nous avoir... Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne ktotv.com, mais aussi sur les plateformes de podcast et également sur l'application KTO Radio. On se retrouve la semaine prochaine.